Lundi dernier, au palais présidentiel de Mongaliema, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la deuxième réunion de la Task Force du Haut Commandement militaire. Cette réunion succédait à celle du vendredi 5 juillet. Outre le Haut Commandement militaire, cette rencontre a réuni le vice-premier ministre chargé de la Défense, le ministre des Finances, le directeur de cabinet du président, les responsables des services de sécurité et certains conseillers du chef de l'État pour évaluer la situation militaire et sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que deux pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroristes de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique du Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser les tons et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous sommes dans la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda. Parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'avais dit la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai l'occasion d'y répondre, de répondre à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos débats. Alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer, et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres
qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community. Pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Quelle est la cause de la hausse de prix du maïs dans le marché d'Imbujimaï? C'est la préoccupation du gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboué Kapo qui l'a conduit samedi 6 juillet 2024 au marché central du chef-lieu du Kasaï oriental, communément appelé Bakwadianga. Ici, l'autorité provinciale, qu'entourait une foule, dialogue avec les vendeuses et vendeurs de cette denrée de première nécessité dans un climat détendu. Dans une ambiance de proximité sans égale avec sa population, Mbouéboué Kapo reçoit des explications claires sur les causes de la hausse de prix du maïs. Les uns évoquent la multiplicité des taxes sur leur parcours à partir du lieu d'importation, précisément à Lomami. Pinjeuni surtout muri depo wetu etu depo munena uruwagira kanyama mwari kayemba wikong pinjeuni njide mine ya wikong hatu twagula surtout kutitwago mumonyi payage ma expertise kuneko kuina tukari bimpa kotwena tufuta kabiti expertise to mais à partir wa lo mami yao tumika ndatu ko kuni ma eta anjila bili bifira kabiti utatu lwabu nango mulo mani wa munemu D'autres par ailleurs confient que la SNCC n'arrive pas à leur faciliter la tâche dans l'acheminement de leurs marchandises depuis Lubumbashi. Le chef de l'exécutif provincial ne s'est pas arrêté à cette visite. Il a tout de suite pris un train de mesures pour pallier à cette situation. À moyen terme, Mbouéboué Kapo entrevoit un voyage à Lubumbashi pour échanger avec les dirigeants de la SNCC en vue de libérer les wagons afin de tracter les marchandises qui ont des tonnes de maïs qui moisissent en gare. Jean-Paul Mbouéboué entend également négocier avec le service national pour un ravitaillement régulier en payant des grandes quantités de ce produit. Pragmatique et proactif, le gouverneur du Kasaï oriental entend à long terme mieux préparer la saison A avec de champs dans tous les 5 territoires pour une réserve stratégique. Il prévoit aussi négocier avec son collègue de la Lomami car c'est là qu'il y a beaucoup de taxes pour des maïs en provenance des Mweneditu et Ngandanjika. En clair, Jean-Paul Mbouéboué Kapo pense dérouler sa politique agricole comme il l'a promis lors de sa campagne électorale, afin de lutter contre la crise alimentaire, surtout la rareté de maïs dans la province du Kasaï oriental, et par conséquent, arriver à réduire et faire baisser le prix de cette denrée sur les marchés. Devant une crème intellectuelle composée essentiellement des étudiants de l'université Shalom de Bougna, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est apaisanti sur les cadres légaux et missions de l'état de siège, les enjeux de cette violence, les avancées significatives enregistrées à ce jour sur les plans sécuritaires et de développement avant de proposer des pistes de solutions pour une paix durable dans cette province, d'où l'implication de la jeunesse estudiantine s'avère indispensable pour influencer ces milliers d'origines au profit de la paix, insiste le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Nous avons une jeunesse responsable et donc il y a eu une revendication parce que cette jeunesse voulait bien participer, n'est-ce pas, au processus de paix. Et que donc cette jeunesse a fait appel à nous pour lui donner des outils de sorte qu'effectivement elle puisse participer à ce processus de paix. Non seulement qu'ils comprennent, mais ils veulent même aller au-delà. Ils veulent s'accaparer de ces outils-là et comprendre de quoi il s'agit pour que effectivement eux aussi puissent se déporter, n'est-ce pas, dans leurs différents milieux et
prêcher, n'est-ce pas, ce que nous venons de leur apprendre ici. Le porte-parole de l'université Shalom de Bunia, l'initiateur de cette activité, s'engage à accompagner le processus de la recherche de la paix amorcé par l'administration militaire de l'Ituri. Nous, étudiants, nous provenons de différentes communautés qui constituent la province de l'Ituri. Alors, après ce genre de sensibilisation, il est maintenant de notre rôle de revenir auprès de nos communautés, auprès de nos frères, comme l'a souligné son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de notre province, de revenir auprès de nos frères, de revenir auprès de nos oncles et ainsi leur transmettre quand même le message de paix, le message de cohabitation, parce que comment nous pouvons arriver à cohabiter ensemble malgré la diversité des ethnies et des communautés en province de l'Ituri. Notons que plusieurs autres thèmes ont été développés par deux éminents professeurs, à l'occurrence l'honorable Bungishaba Bukato, à savoir conflit en Ituri, regard rétrospectif et prospectif pour le développement de la province. Une séance de jeux, questions et réponses à clôturer cette conférence scientifique.